La Russie va envahir l'Europe en 2024. Ça y est, la date est donnée. La date nous a été donnée par un gouvernement, par un État lui-même. La Russie va envahir l'Europe en 2024. Et pire que ça, hop là, pire que ça, on voit derrière, si on en croit les gens qui nous dirigent, derrière, la Chine et même la Corée du Nord, ont des plans d'invasion. Bref, on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, si on en croit nos dirigeants. Et ce qui pourra nous surprendre, on le verra à la fin, ce qui pourra nous surprendre, eh bien, c'est qu'ils font tout pour éviter un cessez-le-feu en Ukraine. On verra ça à la fin. Et c'est une information de Reuters. Donc, ce n'est pas une information de moi, c'est une information de Reuters qui va vraiment vous surprendre. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct, dans ce direct de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je dis bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Bonjour à tous. Et dernière information, bonne Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, je vous offre 22% de réduction sur tous les produits de la boutique. Donc, vous allez sur drawbyeconomy.com ou sur l'onglet boutique de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, vous avez 22% de réduction sur tous les produits. C'est aujourd'hui seulement. Vous avez des suites comme cela, vous avez des polos, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des mugs comme celui-là. Vous avez des mugs donc. Vous avez des dessous de mugs, je prends décidément tout, des dessous de mugs comme ça, des magnettes, des vignettes, enfin plein de choses dont je suis toujours extrêmement fier avec les nouveaux designs. Vous voyez, des nouveaux designs. Il est un peu sale parce que c'est pas mon premier café du matin, donc il y a un peu de café qui a coulé, mais vous voyez, c'est des nouveaux designs comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Aujourd'hui seulement, c'est moins 22%. Voilà, petite promo le temps que tout le monde arrive. Bonjour donc à tous et on va parler de ça parce qu'on en a un peu parlé. Il n'y a pas de chapeau dans Bloom, il n'y a pas de chapeau dans mon truc parce que je ne pense pas que j'en vendrai beaucoup et pour que ce soit intéressant, je veux dire, pour qu'ils allez les acheter sur Amazon, quoi, parce que moi, je ne peux pas en acheter suffisamment pour que ce soit intéressant pour vous. Donc, je ne vais pas vous vendre un truc 20% de plus que ce que vous achèteriez sur Amazon, ça n'aurait pas de sens. Bon, mais ceci dit, attendez, on va arrêter la promo parce que sinon, ça va en agacer plus un. J'en ai souvent qui sont agacés par ça. Hier, on a parlé un petit peu de l'Ukraine. Je règle un peu mieux mon truc, voilà. Hier, on a parlé un petit peu de la Russie et de l'Ukraine et du fait qu'il y avait un discours de plus en plus guerrier qui se faisait du côté des Européens et du côté des Américains. Et si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'on est monté d'un cran. C'est-à-dire que là, on a carrément le Danemark qui nous dit la guerre, nos services secrets sont formels, la guerre va démarrer en 2024. La Russie va attaquer l'Europe, va commencer à envahir l'Europe en 2024. Et derrière, vous avez une rhétorique, l'Estonie qui en parle aussi, les États baltes qui sont en train de creuser des tranchées. Les États baltes qui sont en train de creuser des tranchées. Vous avez le patron de l'OTAN qui nous dit, et derrière, ça va donner des ailes à la Chine, ça va donner des ailes à la Corée du Nord. Donc vous allez voir qu'il y a des choses vraiment étonnantes. Et puis vous avez le camp de ceux qui pensent mal, vous savez, ceux qui sont un peu qui pensent un peu comme moi, qui pensent pas bien. Mais heureusement, avec moi, il y a au moins Elon Musk, donc ça va, c'est quelqu'un dont j'accepte la compagnie sans problème. Ils disent, mais attendez, mais il faut se calmer tout de suite et il faut aller immédiatement à la table de négociation. Et puis, on va voir que les États-Unis, notamment l'administration Biden, est loin d'être blanc-bleu. Et que c'est elle qui, visiblement, est un frein à la paix. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous serez surpris de voir quel média nous annonce ça, parce que c'est un média non seulement extrêmement sérieux, mais extrêmement reconnu par absolument tout le monde. Donc, on va pouvoir
commencer et voir les informations les unes après les autres. Les 5 minutes sont passées, donc j'estime que tout le monde est là. Allons-y. Depuis plusieurs mois, les signaux d'alerte concernant les intentions de la Russie à l'égard de l'Europe se multiplient. Les récentes déclarations du ministre danois de la Défense, Troel Lund Poulsen, ont jeté une lumière crue sur les craintes grandissantes au sein de l'OTAN. Selon les rapports des services de renseignement militaire danois, Vladimir Poutine pourrait recourir à la force militaire dès 2024. Vous voyez, c'est pas moi, mon titre n'était pas spécialement putaclic, c'est pas moi qui ai voulu ouvrir du putaclic, c'est vraiment ce que nous disent aujourd'hui les services de renseignement danois. Pour eux, Vladimir Poutine pourrait bien recourir à la force militaire dès 2024, mettant ainsi en péril la stabilité de la région. Mais quelles sont les stratégies que la Russie pourrait mettre en œuvre et comment l'OTAN compte-t-elle y faire face? La menace russe, loin d'être fantaisiste, semble prendre des contours de plus en plus concrets. L'attitude très susceptible de Vladimir Poutine, ça, je n'ai pas compris, moi, l'attitude susceptible, mais je reprends du verbatim des Danois. Hein, voilà, faut pas m'imputez pas ce genre de phrase. Hein. L'attitude très susceptible de Vladimir Poutine, selon les termes du ministre danois, soulève des interrogations légitimes quant à ses intentions réelles. Alors, je fais juste un parallèle parce que moi, j'ai vu l'interview de Vladimir Poutine, j'ai pas vu un homme susceptible, j'ai pas vu un fou. J'ai vu un homme, on peut ne pas l'aimer, hein, on peut ne pas aimer Vladimir Poutine, j'ai déjà dit que je n'aime pas du tout le régime autoritaire qu'il y a en Russie. Je n'aime pas du tout le manque de démocratie en Russie. Mais quand je le regarde avec mes yeux de béotien, je ne vois pas un homme susceptible, je ne vois pas un fou sanguinaire, je vois quelqu'un de plutôt posé, qui suit son plan, mais pas quelqu'un de susceptible. Donc c'est vrai que ça m'a étonné. J'ai plus l'impression que c'est les pays d'Europe et les USA qui souhaitent davantage le conflit que la Russie. Eux parlent tous les jours de guerre. Je suis assez d'accord avec Ch'ti Voyageur, c'est-à-dire que les propos bellicistes, honnêtement, on les entend de la part de l'Europe et de la part des États-Unis. C'est l'Europe qui a des propos bellicistes tous les jours pour dire qu'il faut aller faire la guerre contre la Russie. C'est Biden qui a ce genre de propos. Je ne les entends pas, je suis désolé, mais je ne les entends pas dans la bouche de Vladimir Poutine. Donc c'est quand même, voilà, je trouve ça un petit peu gênant. Et vous allez voir à la fin, je vous réserve ça pour la fin, pour ceux qui sont tenus jusqu'à la fin, et ceux qui ne tiennent pas jusqu'à la fin, mais qui le regardent en différé, donc qu'à regarder les 15 dernières minutes ou les 12 dernières minutes, on en parlera. Mais vous verrez que qu'il y a vraiment un camp belliciste et que ce n'est pas la Russie aujourd'hui. Et ce n'est pas une information du Kremlin, c'est une information de la plus grande agence de presse du monde. Donc comme ça, et qui est américaine. Donc vous voyez qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas photo. Hein. Alors, si une attaque frontale contre les pays de l'OTAN semble peu probable, la Russie pourrait opter pour une stratégie plus subtile, basée sur la pression et la déstabilisation. Une des principales préoccupations réside dans la possibilité d'une campagne de propagande visant à discréditer l'OTAN et à semer la division au sein de ses membres. En finançant des partis hostiles à l'unité européenne. Gardez ça dans le creux de votre oreille. En finançant des partis hostiles à l'unité européenne, la Russie espère fragiliser les liens qui unissent les pays membres, compromettant ainsi leur capacité à agir de concert face à la menace extérieure. Et on retrouve là, je trouve, un verbatim qui correspond exactement à ce que je dénonçais hier. Mais exactement.
Qu'est-ce qui se passe en juin? Les élections. Qui va gagner les élections? L'extrême droite. Dans tous les pays. Dans tous les pays européens, la droite va être majoritaire de manière écrasante, mais l'extrême droite devrait faire des très, très grosses avancées. Que veulent tous ces partis d'extrême droite? Ils veulent une Europe beaucoup moins présente et des États beaucoup plus présents. Peu importe ce qu'on en pense, peu importe qu'on soit pour ou qu'on soit contre. C'est la réalité. Ils sont tous en train de gagner les élections et ils sont tous sur cette ligne-là. Europe moins importante, État plus important. Et quel est le discours là de notre ami danois? C'est de dire, la Russie va nous attaquer en octobre, La Russie va nous attaquer en 2024. 2, pour nous attaquer, les Russes vont financer les partis d'extrême droite qui sont contre la grande Europe. Bref, si vous voulez combattre les Russes, votez pour nous. Si vous voulez combattre les Russes, votez pour nous, ne votez pas pour l'extrême droite, ne votez pas pour les nationalistes. On est vraiment sur cette rhétorique. Vous voyez, si vous lisez un tout petit peu entre les lignes, je ne sais pas si Poutine, si je sais, je ne crois pas une seconde que Poutine veuille nous envahir, mais je vois là que toute l'idée du discours de nos amis danois, c'est de dire on va se faire envahir par les Russes et les Russes, pour réussir à nous envahir, sont en train de financer les partis qui sont hostiles à l'unité européenne, les partis d'extrême droite, les partis qui ne veulent pas de la grande Europe, les partis qui ne baissent pas les pieds d'Ursula, ce sont les méchants. Ils sont pro-russes. Et vous verrez tout à l'heure que l'OTAN, eux, attaquent X, c'est l'ancien Twitter, les réseaux sociaux. Tout ce qui n'est pas télévision, en fait, attention l'estrade. Je vais éviter de tomber quand même. Mais vous verrez que l'OTAN attaque, elle, les réseaux sociaux, en fait. Tout ce qui n'est pas la parole officielle de France 2 et de France Inter est attaqué par l'OTAN en disant « Méfiez-vous, les Russes sont derrière ». Bientôt, vous aurez des gens, je suis sûr que dans les commentaires de cette vidéo, il y aura des gens qui diront « Mais est-ce que tu n'es pas financé par Poutine, toi ?» Alors, je vous rassure, pas du tout. Pas du tout. Voilà, je ne suis pas financé par Poutine. Avec un peu de mauvaise foi, je dirais que si vous voulez me financer à hauteur d'1 million, j'étudierai la question volontiers, mais on ne m'a pas du tout proposé d'argent pour soutenir Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, je ne soutiens pas du tout la Russie. Vous verrez que ma position est, je pense, une position à la fois extrêmement claire, mais en même temps extrêmement raisonnable. Donc j'aimerais que, et je pense que nos politiques devraient avoir cette position, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà, tout le discours là de nos amis danois, c'est de dire on va se faire. J'ai envie de contredire FX. Non, mais tu peux y aller. Mais il y a la modératrice. Mais il y a les méchants contre les méchants. Je suis assez d'accord en fait. Poutine n'est pas un gentil. Faut pas. N'allez pas prendre ce que je dis là pour de l'amour de Poutine. Poutine n'est pas un gentil. Mais en face, ils ne sont pas gentils non plus. J'adore. Oui, mais alors, franchement, je n'arrive pas à comprendre comment j'aime cette couleur. Parce que franchement, c'est tout ce que je déteste, le communisme. Mais, allez, reprenons. Mais donc, vous voyez là le discours. Interviewer Poutine sur Drama Economy, vous imaginez les scores d'audience, quoi. Quand je vois ce qu'a fait Tucker Carlson là avec plusieurs centaines de millions quand même de vues, plusieurs centaines de millions de vues, je deviens youtubeur numéro 1 en France, il n'y a pas photo. Bon, après, je me retrouve en prison parce que Macron ne m'aimera pas beaucoup, mais quand même youtubeur numéro 1 en France, donc pas mal. Bon, mais est-ce qu'on ne retourne pas à la guerre froide? J'ai l'impression, moi, qu'on retourne sur une sorte de guerre froide, Hervé. Je suis assez d'accord là-dessus. Donc, reprenons. On est en train de s'éparpiller dans tous les sens.
Là, donc, il y a visiblement un lien gros, épais et dégoûtant qui est fait sur l'idée Poutine est une menace, il va nous envahir. Si vous ne voulez pas, mesdames et messieurs, vous les vieux, etc., parce que c'est eux qui votent, si vous ne voulez pas être envahi par Poutine, votez pour nous, ne votez pas parti extrême, droite, puisque c'est eux qui sont nationalistes, votez pour nous. Hein, c'est grosso modo le langage. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu plusieurs reportages ces 15 derniers jours. Je n'avais pas fait très attention et puis tout ça me fait revenir ça en tête. Mais j'ai vu quelques reportages dans la presse où on rappelait que Marine Le Pen avait été financée par Poutine. Vous voyez. Donc, cette ritournelle vient à l'oreille. Alors, pour faire, et encore une fois, là non plus, je ne défends pas Marine Le Pen, qui, à mon avis, serait une catastrophe économique, mais Marine Le Pen n'a pas été financée par Poutine. Marine Le Pen n'avait, lors de la dernière élection présidentielle, n'arrivait pas à trouver de banque française qui lui prête de l'argent, parce que c'est mal vu de prêter de l'argent au Rassemblement national. Donc les banques refusaient de lui prêter de l'argent, et elle a trouvé des banques russes qui lui ont prêté de l'argent. Voilà, pour être complet là-dessus. Mais je pense que si le Crédit Agricole avait accepté de lui prêter de l'argent, elle ne serait pas allée le chercher en Russie, son fric. Voilà. Parenthèse terminée. Les cyberattaques représentent également un outil redoutable entre les mains du Kremlin. En perturbant les infrastructures critiques et en semant le chaos dans les réseaux informatiques, la Russie pourrait paralyser les capacités de défense de ses adversaires sans même avoir à déployer de troupes sur le terrain. Face à ces menaces sournoises, l'OTAN se trouve dans l'obligation de réagir avec fermeté. L'organisation a décidé de tester sa capacité de réponse collective à travers l'exercice Steadfast Defender 2024. Cette simulation d'attaque d'un pays de l'OTAN mobilisera plus de 90 000 soldats, ainsi que des moyens aériens et terrestres conséquents afin d'évaluer la solidité de l'alliance et d'identifier ses éventuelles failles. Je veux juste faire une remarque là-dessus. Qu'on le veuille ou non, la situation est tendue. Qu'on soit d'accord ou pas, la situation est hyper tendue. Faire des manœuvres avec 90 000 soldats, vous voyez, je serais Poutine, je regarderais ça en me disant, mais c'est des manœuvres où ils vont essayer de m'envoyer 90 000 soldats au travers de la figure. C'est-à-dire que ça ne fait pas descendre du tout la pression. Ça la monte d'un cran. Alors, soit les Européens, soit l'OTAN a vraiment peur qu'il arrive quelque chose, soit ils croient vraiment que Poutine risque de nous envahir, et dans ce cas, je les comprends, on fait des énormes manœuvres, d'abord pour bomber le torse et montrer que nous aussi, on peut rassembler du monde, et puis ensuite pour effectivement se préparer en cas de problème. Soit tu fais rien avec 90 000 soldats. Moi, je ne suis pas militaire. Hein. J'ai fait mon service militaire dans les paras, mais c'est la seule chose de militaire que j'ai, quoi. Donc je sais pas trop. Mais je te crois sur parole, quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est que soit l'OTAN et les Européens croient vraiment qu'il y a un risque d'invasion, et dans ce cas, on comprend qu'ils mobilisent comme ça des troupes qui commencent à monter en pression, qu'ils essayent de bomber le torse pour montrer qu'eux aussi ils sont forts, et qu'ils s'entraînent pour un éventuel combat. Soit ils n'y croient pas, et dans ce cas, ça me paraît extrêmement dangereux, parce que toutes ces manœuvres militaires, dans des moments de tension forte, ça peut très mal finir. Donc je ne suis pas du tout certain que ce soit une bonne chose, sauf s'ils croient réellement qu'il y a une invasion. Mais dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils croient réellement qu'il y a une invasion possible en 2024, et donc qu'il y a vraiment un risque important de guerre contre la Russie.
Cependant, cette démonstration de force ne doit pas faire oublier les risques inhérents à une telle opération. Vladimir Poutine surveillera attentivement cet exercice, cherchant à exploiter la moindre vulnérabilité de l'OTAN pour affirmer la puissance de la Russie sur la scène internationale. Dans ce contexte de tensions croissantes, il est impératif que les pays membres de l'OTAN restent vigilants et unis face aux menaces extérieures. La coopération internationale et le partage d'informations stratégiques sont des éléments essentiels dans la lutte contre les ambitions expansionnistes de la Russie. Donc, voilà ce qu'on pouvait voir déjà sur ce que nous avaient dit les Danois. Donc, ce sont les services secrets danois, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, ce sont les services secrets danois qui nous disent que Poutine va déclencher une guerre contre l'OTAN et une invasion contre l'OTAN à partir de 2024. Ils sont très précis, c'est cette année que démarre quasiment la Troisième Guerre mondiale. Donc ça, ce sont les Danois qui nous disent ça, mais vous allez voir, il n'y a pas que les Danois. Vous avez aussi les pays baltes qui commencent à s'inquiéter très sérieusement de la Russie. Je vous mets l'article que j'ai trouvé là-dessus. Selon les services secrets estoniens, la Russie se prépare à une confrontation militaire prolongée avec l'Occident. En témoigne la réforme de l'armée entreprise par Moscou, selon le rapport annuel des services de renseignement extérieur du pays balte, aussi membre de l'OTAN et de l'UE, présenté à Tallinn ce mercredi. Donc, aujourd'hui, il y a une présentation d'un dossier par les services secrets estoniens, par les renseignements estoniens, qui disent qu'effectivement, Poutine se prépare à une guerre de longue durée contre l'Europe. Nous pouvons être convaincus que l'OTAN, au cours de la décennie à venir, sera confrontée à une armée massive de type soviétique. Ce qui est amusant, parce que de type soviétique, vous voyez, on reprend les propos de la guerre froide. Poutine peut avoir tous les défauts de la Terre. Encore une fois, je ne soutiens pas Poutine. Mais heureusement, on a une Maginot. Vous allez voir qu'ils sont en train d'en fabriquer une. Les pays baltes sont en train de se faire leur propre ligne Maginot. Mais on peut ne pas aimer Poutine. On peut estimer que c'est un dictateur. Et moi, je ne suis pas un grand fan de Poutine, je l'ai déjà dit. Mais ce n'est pas un soviétique. La Russie, ce n'est pas l'URSS. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, comme le dit Atladj, on ressort en fait le langage de la guerre froide. C'est-à-dire que l'OTAN est un vieux machin qui a été créé au temps de la guerre froide pour défendre l'Ouest contre l'URSS. Et on ressort un petit peu ce langage. Vous voyez, l'armée massive qui va nous envahir, c'est l'armée de type soviétique. C'est l'armée de type soviétique. Ce qui doit en plus être une musique qui touche beaucoup, je crois, les gens plus âgés que moi. C'est-à-dire la génération de mon père, qui est une génération qui vote beaucoup, mais qui, elle, a vraiment connu l'armée de type soviétique. Moi, j'ai connu, puisque j'étais né depuis longtemps, quand le rideau de fer est tombé, j'avais 15 ans. Mais si vous voulez, j'ai connu la menace soviétique, mais pas les grands moments de la menace soviétique. Les grands moments de la menace soviétique, c'était sous Reagan, et puis c'était surtout sous John Fitzgerald Kennedy, où il y a vraiment eu des risques de guerre mondiale et de guerre nucléaire mondiale. Mais moi, je ne l'ai pas connu. Seulement, le fait, je pense, d'utiliser ces mots, armée massive de type soviétique, eh bien, je pense que ça résonne beaucoup aux oreilles de la génération au-dessus de moi, qui est une génération qui vote énormément. Et en plus, en Estonie, c'est-à-dire dans tous les pays là, baltes, ça résonne encore plus fort. Donc, je crois que tout ça est vraiment lié aux élections qu'on va avoir. Je crois qu'il y a vraiment un lien à faire avec les élections.
Peut-être pas uniquement, peut-être qu'ils ont réellement peur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous pensez qu'ils ont vraiment, vraiment peur. Non, non, Bloom, j'étais pas né sous John Fitzgerald Kennedy, mais c'est ce que je dis. C'est la génération de mon père a connu JFK, la génération de mon père a connu Reagan. Moi, j'étais né sous Reagan, mais enfin, à cet âge-là, vous savez, je pensais à autre chose qu'à Reagan, quoi. Hein. C'était encore le jeune âge où je m'amusais bien dans les cours de récré, quoi. Donc, Reagan. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un lien à faire avec les élections. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On va continuer un petit peu. Donc, confronté à une armée massive de type soviétique, qui, bien qu'inférieure technologiquement aux Alliés, présentera une menace en termes de taille, de puissance de tir et de réserve, confie le chef des renseignements estonien. Donc, vous voyez, il y a vraiment, voilà, on monte progressivement d'un cran. Hein. Je trouve qu'on monte même assez vite en termes de violence, en termes de risque. Hein. Pour Tallinn, la réforme militaire russe signifie. Ah oui, vous savez qu'ils ont parlé d'une réforme militaire russe tout à l'heure. Donc, la réforme militaire russe, ça signifie en fait une augmentation significative des militaires russes stationnés à la frontière de l'État balte dans les années à venir. La Russie prévoit également de poster davantage de troupes à la frontière avec la Finlande et les autres États baltes. Donc, on ne peut pas nier le fait qu'il y a quand même une montée en puissance du danger, de la pression, et qu'il y a quand même quelque chose qui se passe réellement en ce moment et que ça devient de plus en plus fort et de plus en plus dangereux. Je pense, mais je ne pense pas, que la volonté de Poutine soit d'envahir un pays de l'OTAN. J'ai dit pourquoi, j'ai expliqué pourquoi, j'ai interviewé Philippe Béchat sur une autre chaîne où on a dit pourquoi. Je pense, t'inquiète pas FX, Bruno va faire s'effondrer l'économie russe. C'est vraiment ça, Gabriel. Mais je ne pense pas qu'il le fasse parce que ça serait partir sur une troisième guerre mondiale et Poutine n'est pas idiot. Il peut être méchant, il peut être violent, il peut être dur, mais il n'est pas idiot. Donc, parce qu'une troisième guerre mondiale, c'est la fin de la Russie, c'est la fin de beaucoup de pays, mais dont la Russie. Donc, c'est vraiment pas. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir cette volonté-là. Mais même en disant ça, il y a quand même, on voit une pression qui augmente de jour en jour. Hein. La réunion de l'Estonie, c'est aujourd'hui. Hein. Donc, on a une pression qui augmente de jour en jour et on se demande quand est-ce que ça risque de péter. Quand vous regardez ici le titre, l'Estonie prépare un possible conflit avec la Russie. Les États baltes, les 3 pays baltes, vont construire une ligne de fortification face à un voisin qui pourrait agresser l'OTAN dans les prochaines décennies. C'est-à-dire, ils construisent effectivement leur ligne Maginot à eux, face à la Russie. À la frontière avec la Russie, l'Estonie ainsi que les 2 autres pays baltes voisins prévoient de construire une ligne de fortification. 600 bunkers devraient être construits d'ici 2025 pour un investissement de 60 millions d'euros. Des stockages d'équipements seront ainsi prévus pour faire face, le cas échéant, à une invasion russe. Donc vous voyez qu'il y a quand même vraiment une pression qui augmente. Une pression qui augmente forte. Et derrière, vous avez l'OTAN, donc vous avez les Pays-Bas, vous avez les Danois. Mais si vous regardez l'OTAN, le chef de l'OTAN appelle les Européens à accroître leur production d'armes et à prévenir une confrontation avec Moscou. On nous pousse à créer de plus en plus d'armes. Et peut-être ont-ils raison, c'est-à-dire que parfois on peut se demander si c'est eux qui ont raison et qu'effectivement ils voient les choses ou s'ils se trompent totalement. C'est-à-dire, moi, de temps en temps, vous savez, je me demande si je ne suis pas le Daladier de 1938. C'est celui
qui décide de signer la paix avec Hitler. Ce qui était une erreur massive. Et de temps en temps, j'avoue que je me pose la question, est-ce que je ne suis pas le nouveau Daladier? Mais franchement, je ne pense pas, parce que je ne pense pas du tout que Poutine soit Hitler. Parce que je pense tout simplement qu'on est face à quelqu'un de raisonnable. Quelqu'un, limite, qui a le sang froid. Vous voyez, quand vous voyez Poutine, vous avez rarement quelqu'un qui est en train de s'esclaffer ou d'hurler. Vous avez quelqu'un toujours sur la même ligne, toujours très calme, toujours très froid. Et donc, je me dis qu'il y a peu de chances que quelqu'un comme ça ait envie de... et puis ils essaient de nous foutre la trouille pour nous prendre des sous-sous dans nos poches. Oui, non, mais c'est ça. Mais, enfin, je pense qu'honnêtement, ils essaient de nous foutre la trouille pour les élections et pour justifier encore des taxes et des impôts. Voilà. Mais on ne peut pas exclure qu'ils aient, enfin, je ne peux pas exclure qu'ils aient raison. Mais je ne vois personne. Enfin non, honnêtement, je n'arrive pas à y croire moi personnellement, mais voilà. Qui suis-je pour y croire ou pas? Et alors, vous avez des experts comme ce monsieur là, Louis Ducolo, qui dit qu'en cas de victoire en Ukraine, la Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN. Et vous voyez, c'est aussi un point important, c'est que, même chose, l'un des objectifs est peut-être aussi effectivement de nous foutre la trouille, de nous dire, après l'Ukraine, la Russie va attaquer la Pologne. En plus, la Pologne, ça sonne bien aux oreilles de tout le monde parce que tout le monde sait que Hitler a commencé comme ça. Hein. La grosse catastrophe, ça a été l'invasion de la Pologne. C'est ça qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale. Donc on nous dit, après l'Ukraine, Poutine va aller en Pologne. Tout le monde se dit, ah oui, mais c'est vrai. Et puis Staline aussi avait envahi la Pologne avec Hitler. Ah, mais c'est donc ça le plan, on est en danger. Et donc c'est aussi ce qui va leur permettre de justifier de donner 50 milliards à l'Ukraine quand ils en donnent 400 millions aux agriculteurs européens. Donc c'est vrai que voilà, on peut pas louper ça. Et on voit certaines personnes qui nous disent, regardez, le danger est-il grand? J'ai envie de dire qu'il l'est davantage. Le but est d'attaquer l'ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire le but de Poutine est de nous attaquer de l'intérieur. Il y a des armées de bots, de faux profils qui polluent l'espace médiatique français comme X, donc Twitter, afin de propager les idées du Kremlin. Tu vois, vous voyez, il y a aussi une volonté de dire, quand quelqu'un, moi, je suis sûr qu'on m'accusera d'être payé par le Kremlin. Vous voyez, quand il y a une volonté de faire croire que tout avis divergent est fatalement un envoyé de Poutine. Tout avis divergent est fatalement un envoyé de Poutine. Et Poutine est l'équivalent moderne d'Hitler, c'est-à-dire qu'il va d'abord attaquer l'Ukraine, puis va prendre la Pologne, puis déclenchera la Troisième Guerre mondiale. Et que si on veut éviter ça, il faut arrêter d'écouter les gens comme moi, en fait, sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter de voter pour les partis d'extrême droite et voter pour les partis centristes pro-européens. Et il faut continuer à donner énormément d'argent à l'Ukraine. Et que c'est comme ça qu'on évitera la Troisième Guerre mondiale. C'est tout le discours actuel. Et c'est un discours, moi, sur lequel j'ai beaucoup de mal. Alors, forcément, j'avais trouvé... Ah, voilà. Voilà. Et j'ai trouvé... Et alors, si vous voulez, il ne s'arrête pas là parce que vous savez que récemment, les Républicains, je l'ai lu hier, les Républicains ont bloqué la volonté de Biden de donner encore plus d'argent à l'Ukraine. Et ça ne s'est pas fait attendre. La réponse de l'OTAN, hein, du chef de l'OTAN à ça, qui lui forcément est pro-Biden à mort. La réponse du chef de l'OTAN à ça, c'est de dire, une fois les Russes une victoire russe enhardirait aussi la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, prévient le chef de l'OTAN. Autrement dit, soit vous payez pour qu'on attaque l'Ukraine et vous fermez bien vos mouilles, soit demain, vous allez avoir la Chine, l'Iran et la Corée du Nord qui vont rentrer en guerre et qui vont commencer à envahir les pays voisins. Et là, il y a vraiment un chantage, je trouve, qui se met en marche. C'est-à-dire, je ne vois pas
comment le fait que la Russie gagne en Ukraine pourrait pousser l'Iran à envahir son voisin ou la Corée du Nord à envahir la Corée du Sud. Je pense qu'à un moment, il faut. Bientôt, vous allez dire que FX, c'est Poutine avec un masque. Les miracles de l'IA, vous savez, c'est un masque en temps réel. Non, mais. Donc, vous voyez que quand même, on a là le chef de l'OTAN qui dit ça. La pression s'accentue sur le Congrès américain qui doit décider ou pas d'une enveloppe de 60 milliards de dollars pour soutenir Kiev. James Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, vient d'en remettre une couche lors de la conférence de presse à Bruxelles. Il est essentiel que le Congrès américain se mette d'accord sur la poursuite du soutien à l'Ukraine pour un avenir proche, a-t-il déclaré. Le soutien à l'Ukraine n'est pas de la charité, il en va de notre propre sécurité, a-t-il ajouté, aux côtés des conseillers de la sécurité de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. Une victoire russe nous affaiblirait et enhardirait non seulement Moscou, mais aussi la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. En fait, tout le verbatim de ces gens, c'est nous ou la Troisième Guerre mondiale. Soit vous acceptez de continuer à payer, vous votez Biden aux élections américaines de la fin de l'année, vous votez parti centriste, parti macroniste, parti de gauche, enfin tous les partis pro-Europe aux élections européennes de juin 2024. Soit c'est ça, soit c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'il y aura la Russie qui envahira la Pologne, il y a la Chine qui va envahir Taïwan, il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran. Bref, ça va être l'apocalypse. C'est nous ou l'apocalypse. Et c'est tout le discours qu'on entend actuellement. Et j'aimerais savoir si ce discours marche avec vous. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Estimez-vous que la Russie représente actuellement la plus grande menace pour la sécurité mondiale? Non à 91%. Non à 91%. Ah, vous me direz, vous n'êtes peut-être pas la cible. La cible, c'est plutôt, encore une fois, la génération de mon père, qui est beaucoup plus nombreuse et qui vote beaucoup plus. Mais non à 91%. Non, c'est le Macron et les Européens pour leur Ukraine, nous dit Lucky. Pour le moment, je vois surtout les USA qui s'accrochent à leur position de dominant post-2GM. Et je vois là tout dans le chat, je vois tous ceux qui disent non. Donc, et vous allez voir. Là, je vous ai montré la première phase, vous savez, la phase de ceux qui vous prêchent la Troisième Guerre mondiale, nous, le chaos. Et juste après, justement, on va voir que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et que ceux qui nous inventent ça, qui nous disent ce genre de choses, sont parfois ceux qui déclenchent eux-mêmes la guerre. Pour le moment, je vois surtout les USA qui s'accrochent à leur position de dominant post-Deuxième Guerre mondiale, position acquise de façon discutable. Si la France défendait ses intérêts aussi bien que la Russie, nous ne serions pas au fond du trou diplomatique où nous sommes actuellement. Parfaitement d'accord avec Jean. Le grand remplacement et les lobbies ont corrompu la politique et les autres. Corrompent politique et autres. Bon, enfin, bref, tout le verbatim est là, mais non à 91%. Et récemment, il y a eu Elon Musk qui a pu intervenir là-dessus et j'ai beaucoup aimé son intervention parce que je me suis aperçu qu'Elon Musk disait exactement la même chose que moi. J'ai trouvé ça très, très agréable qu'un gars comme Elon Musk dise les mêmes choses que moi. Donc, j'ai trouvé ça très, très agréable. Que nous a dit Elon Musk tout récemment? Il n'y a aucune chance que Vladimir Poutine perde la guerre en Ukraine, selon Elon Musk. Il n'y a aucune chance. Pour un mec qui avait le cancer, Alzheimer, Parkinson, et il est bien soigné depuis 2 ans, c'est autre chose que le système de santé russe. Non, mais c'est vrai que là, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, mais la CIA nous a fait toutes les désinformations possibles. Hein. Il avait en principe un cancer du pancréas
en juin dernier, il devait vivre 4 mois. Et on nous a annoncé, mais le nombre de fois où on nous a annoncé des révolutions en Russie, où on nous a annoncé effectivement la mort prochaine de Poutine, extrêmement malade. Franchement, si vous avez écouté BFM, si vous avez écouté France 2, si vous avez écouté tout le service public, BFM est privé, mais enfin, ils prennent leurs ordres visiblement auprès des ministères. Peut-être pour ça qu'ils font aussi peu d'audience maintenant. Mais si vous écoutez BFM, Poutine, il est censé être mort il y a 2 ans déjà, hein, d'un cancer généralisé. On nous annonce tout le temps son décès ou d'une révolution qui va bientôt le mettre à plat. Ce que l'on voit, c'est que ça ne se produit jamais. Jamais. Bon. Mais donc, ce que nous dit Elon Musk, c'est qu'il n'y a aucune chance qu'il perde la guerre en Ukraine. Mais vous allez voir que la position d'Elon Musk, pour moi, est beaucoup plus intéressante que ça. La position d'Elon Musk sur la guerre en Ukraine a toujours été ambiguë. Moi, je ne trouve pas ça ambigu, je suis désolé. Vous allez voir. Parce que c'est exactement ma position. Donc je ne trouve pas ça ambigu. Si le milliardaire a livré plusieurs milliers de terminaux Starlink à Kiev, permettant aux troupes d'avoir accès à Internet, il a également proposé que le pays cède des territoires à la Russie pour obtenir la paix. Il a proposé que le pays cède des territoires à la Russie pour obtenir la paix. Et je suis parfaitement sur cette ligne. C'est-à-dire, moi, mon idée est simple. Il faut... c'est un robot animé par une IA qu'on voit. Non, mais... Enfin, je ne sais pas si c'est une blague, donc je ne veux pas danser là-dessus. Mais non, il n'est pas mort. Voilà. Ça ne me dérangerait pas qu'il le soit, encore une fois, hein, mais non. Donc, pour Elon Musk, la solution, c'est qu'il y ait des négociations et que l'Ukraine cède des territoires à la Russie. Et je dirais même la ligne de front qui est actuelle. Pourquoi il y a cette ligne de front qui est posée là où elle est aujourd'hui? J'en avais parlé avec Jacques Beau il y a 1 an quand je l'ai interviewé. Et en fait, quand vous regardez, c'est tous les territoires russophones. C'est-à-dire que la Russie est installée sur les territoires russophones. Et Jacques Beau disait, ils n'ont pas envie d'aller plus loin, en fait. Ils n'ont pas envie d'avancer davantage. Ils ont récupéré ce que Poutine avait dit qu'il récupérerait. C'est-à-dire, tous ces territoires-là, Poutine avait dit, voilà, mon objectif, c'est d'avoir ces petits territoires. Il les a. Et je pense que la solution pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est tout simplement de s'asseoir à une table et de négocier. Et de dire, voilà, Vladimir Poutine, la Russie garde ces territoires-là et le reste de l'Ukraine, c'est terminé. Ça reste l'Ukraine pour le reste de l'Ukraine. Et à la limite, l'Ukraine est démilitarisée, ou du moins, elle ne rentre pas dans l'OTAN, elle ne rentre pas dans l'Europe. Ça devient un terrain véritablement neutre. Je pense que c'est ça la solution si on veut arrêter de voir des jeunes se faire massacrer pour rien. Et pour compléter ce que dit Elon Musk, au revoir Bloom. Bonne journée à toi aussi. Et ouais, bonne journée à toi aussi. Essaye de regarder si tu as le temps. La fin de la vidéo plus tard, tu verras, j'ai réservé une toute petite surprise pour la fin. Donc, Elon Musk, ce qu'il nous dit, c'est que déjà, il s'est déclaré contre le projet de loi du Sénat visant à fournir 60 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine. Ces dépenses n'aident pas l'Ukraine. Prolonger la guerre ne les aide pas, nous dit Elon Musk. Et je suis totalement là-dessus. C'est-à-dire que, à mon avis, fournir comme ça de l'argent et des munitions à l'Ukraine, ça n'aide pas l'Ukraine. Il faut les pousser à table des négociations. C'est ce que disait Trump. Vous savez, quand Trump dit « je vais régler la guerre en 24 heures », je pense qu'il a raison. Parce qu'à partir du moment où le président américain dirait « mon petit gars », en parlant à Zelensky, hein, parce qu'il ne peut pas parler comme ça à Poutine, mais à Zelensky en disant « mon petit gars, tu vas t'asseoir à la table et tu vas discuter des nouvelles frontières de l'Ukraine avec la Russie et des conditions pour qu'il n'y ait plus de guerre dans ton pays », à partir du moment où le président américain dit ça, le problème est réglé, la guerre s'arrête. La guerre s'arrête immédiatement.
Et plus on fournira d'argent et d'armes pour faire la guerre, moins on aide ce pays. Je vous rappelle que ça fait maintenant presque un an que les lignes de front n'ont pas bougé. Ce que disaient déjà Jacques Beau et l'autre journaliste que j'avais interviewé qui revenait de la ligne de front, ce qu'il disait déjà, il disait ça ne bougera plus. On est comme en 14, on est dans des tranchées, ça ne bougera plus. Il y a plus d'un an qu'ils me disaient ça tous les deux. Donc je pense qu'effectivement, maintenant, il faut négocier. En un an, on a fait beaucoup trop de morts pour rien. Il faut négocier. Et alors pourquoi je dis qu'il suffirait que le chef de l'État américain dise à Zelensky, mon petit gars, tu vas t'asseoir et discuter maintenant avec Poutine pour que ça se fasse? Eh bien parce que Biden a fait exactement l'inverse. Et ça, c'est Reuters qui nous l'apprend. C'est Reuters qui nous l'apprend. Les Américains, les États-Unis ont empêché un cessez-le-feu en Ukraine. Ils ont lutté contre le cessez-le-feu, contre l'arrêt de la guerre. Reuters, c'est la plus grande agence de presse du monde. La suggestion du président russe Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu en Ukraine pour geler la guerre a été rejetée par les États-Unis après des contacts entre intermédiaires, ont déclaré à Reuters 3 sources russes au courant des discussions. Donc Reuters nous dit Poutine a proposé la paix, le cessez-le-feu en tout cas, il a proposé le cessez-le-feu, et c'est en face les Américains qui ont refusé le cessez-le-feu. Donc j'aimerais bien qu'on me dise maintenant qui est pour la paix. J'aimerais bien qu'on me dise qui veut envahir qui. Parce qu'a priori, si vous voulez envahir, vous ne proposez pas un cessez-le-feu. Et si vous voulez la paix, vous ne refusez pas les cessez-le-feu. Biden a fait l'inverse parce qu'il en a discuté avec Mitterrand, chancelier de l'Allemagne. Oui, c'est un peu ça. Mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Joe Biden a dit récemment qu'il avait discuté avec le chancelier allemand François Mitterrand. C'est vous dire s'il est complètement à l'ouest, cet homme-là. Bon. Donc, ça je l'ai lu. L'échec de l'approche de Poutine marque le début d'une troisième année du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et illustre à quel point les deux plus grandes puissances nucléaires mondiales restent éloignées. Une source américaine a démenti tout contact officiel et a déclaré que Washington ne s'engagerait pas dans des négociations n'impliquant pas l'Ukraine. Poutine a envoyé en 2023 à Washington, en public et en privé, par l'intermédiaire d'intermédiaires, notamment par l'intermédiaire de partenaires arabes de Moscou au Moyen-Orient et d'autres, des signaux indiquant qu'il était prêt à envisager un cessez-le-feu. Ont indiqué des sources russes. Poutine proposait de geler le conflit aux lignes actuelles et n'était pas disposé à céder le moindre territoire ukrainien contrôlé par la Russie. Mais ça, je vous ai dit, d'après ce que m'avait dit Jacques Beau, c'était les territoires qui sont contrôlés actuellement par la Russie, c'était les objectifs de guerre qu'avait donné Poutine dès le début. Donc, qu'ils ne veulent pas après les laisser, c'est très clair. Et ça correspond, je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste de cette guerre, mais ça correspond a priori aux populations russophones. Donc je comprends qu'ils ne veulent pas partir. Mais le signal offrait ce que certains au Kremlin considéraient comme la meilleure voie pour une sortie vers la paix. Et c'est à mon avis la solution, et je suis content de voir que c'est l'avis aussi d'Elon Musk. Les contrats avec les Américains n'ont abouti à rien, a déclaré. Les contacts, avec les Américains n'ont abouti à rien, a déclaré à Reuters une source russe
de haut rang ayant connaissance des discussions fin 2023 et début 2024, sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité de la situation. Une deuxième source russe au courant de ces contacts a déclaré à Reuters que les Américains avaient déclaré à Moscou, via les intermédiaires, qu'ils ne discuteraient pas d'un éventuel cessez-le-feu sans la participation de l'Ukraine et que les contacts ne se sont donc soldés que par des échecs. Une troisième source au courant des discussions a déclaré « Tout s'est effondré avec les Américains ». La source a déclaré que les Américains ne voulaient pas faire pression sur l'Ukraine. C'est pour ça que je vous dis, si demain Trump fait pression, l'affaire est réglée. Cela survient alors que le président américain Joe Biden pousse depuis des mois le Congrès à approuver davantage d'aide à l'Ukraine, mais se heurte à l'opposition des alliés du favori républicain pour l'investiture, Donald Trump. Le Kremlin, la Maison-Blanche, le département d'État américain et la CIA ont refusé tout commentaire. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, de ça, où eux ont refusé tout commentaire, mais est-ce que vous pensez... Alors attendez, il y a eu le sondage fait dans le chat par la modératrice, donc on va aller voir ce sondage du chat. Des négociations diplomatiques peuvent-elles encore résoudre les tensions avec la Russie? Oui, à 76% dans le chat. Oui, à 76% dans le chat. 1200 votes, merci. Et en fait, j'aimerais savoir ce que tout le monde en pense. Est-ce que vous pensez, comme ce que nous disent les Danois, les Estoniens, Emmanuel Macron, l'Angleterre, l'Allemagne ce week-end, le président Biden et le patron de l'OTAN, qu'on est face à un Vladimir Poutine extrêmement belliqueux qui a envie de s'attaquer à des pays de l'OTAN et de nous envahir? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, comme Elon Musk, qu'en fait, c'est plutôt les Américains qui sont extrêmement belliqueux, qui refusent la paix et qui veulent absolument faire tomber la Russie, ce qui a extrêmement peu de chances d'arriver. Et qu'entre-temps, ils se servent de ce prétexte, un, pour lever toujours plus d'impôts, et deux, pour pousser les gens à voter bien, à voter Joe Biden aux États-Unis, à voter parti pro-Europe en France et dans le reste de l'Europe, bien sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi que la seule solution aujourd'hui, c'est de mettre tout le monde à la table des négociations et de leur dire, les frontières, c'est très simple, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Les frontières, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Vos armées ont dessiné les frontières. Point. Demain, l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN. Ça devient une zone neutre. Ça devient des Suisses. Et on arrête cette guerre-là. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est ça la solution? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pour la Saint-Valentin, 22% de réduction sur toute la boutique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.